Est-ce que c'était un rêve de gosse de bosser pour Warner Bros? Ah, grande question. Non, j'ai fait un an où j'ai travaillé sur des marques iconiques, j'imagine. Harry Potter, Wow. Looney Tunes, Scooby-Doo, Tom et Jerry. Et quand je suis passée côté acquisition, avec vraiment un mélange de l'éditorial et du commercial, je me suis dit c'est bon. J'ai trouvé ce qui me plaît, là je reste. Ok. Est-ce qu'il y a des critères de sélection en fait? Dans ce qu'on cherche de manière générale, il y a deux choses. Il y a une vision créative forte et un budget et un plan de financement clair. C'est vraiment notre mission, c'est aller trouver à l'extérieur, chez des producteurs indépendants, des idées nouvelles qui viennent compléter ce que font nos studios. Notre équipe reçoit entre 400 et 500 projets. Oh la vache! À peu près. Et on répond à tout. Salut à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aurélie Vac. Aurélie travaille chez Warner Bros Discovery et elle s'occupe de tout ce qui est coproduction ainsi que la sélection de toutes les créations de séries pour un public Kids and Family. Dans cette conversation, nous traitons tous les aspects de ce métier et aussi tous les critères qui vont faire en sorte qu'un projet soit retenu ou pas. Pour moi, il est important sur le podcast que vous puissiez aussi soumettre potentiellement vos projets un jour et donc que vous sachiez comment ça fonctionne de l'autre côté, côté diffuseur. Si cette conversation vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, actionnez la cloche et likez. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Aurélie, bienvenue sur The Anima Show. Enchantée, Sabri. Ça me fait plaisir de te recevoir ici. Est-ce que c'était un rêve de gosse de bosser pour Warner Bros? Ah, grande question. Non, honnêtement non. D'accord. Je voulais travailler dans le divertissement depuis toujours. J'ai eu la chance de rentrer chez Warner en année de césure, donc j'avais 22 ans, c'est il y a longtemps. Ouais. Je suis rentrée par la porte du merchandising chez Warner Bros. Ok. J'ai fait un an où j'ai travaillé sur des marques iconiques, j'imagine. Harry Potter, Looney Tunes, Scooby-Doo, Tom et Jerry. Oh la vache, d'accord. Donc j'ai appris à découvrir les marques jeunesse de Warner à travers le merchandising. J'étais déjà une grande fan de Harry Potter. Ouais. Et j'ai fini mes études. Je suis partie un petit peu chez TF1 en stage. Et puis, en fait, j'ai voulu revenir dans le groupe. La culture d'entreprise m'avait beaucoup plu. Ouais. Ces marques aussi qui font partie du quotidien des enfants, surtout partout dans le monde. Et je suis revenue par la porte publicité. D'accord. Ce qui était pas mal, mais là j'ai surtout vu de loin comment on faisait des chaînes de télévision et je me suis dit c'est là que je veux travailler. C'est à l'intérieur de la chaîne, à la programmation, en tout cas de ce qui se passe. Exactement. On diffuse quoi. Je suis rentrée par le côté commercial et j'ai vu l'éditorial de loin, j'ai vu les chaînes, j'ai vu la programmation et je me suis dit je voudrais être au cœur de la chaîne. Donc, tu n'as pas résisté au chant des sirènes, quoi. Exactement, de la programmation, des contenus. Donc de tout commercial, je suis passée à tout éditorial, à la programmation. Ok. Le pont s'est fait facilement, difficilement? Comment ça a été en termes de gestion de carrière? Parce que là, on parle vraiment de ça. Non, j'ai eu de la chance à l'époque. Donc côté chaîne de télévision, c'était Turner. D'accord. On était une 50aine en France et j'ai eu la possibilité de faire un changement assez drastique de commercial à éditorial. Trop bien. J'ai eu cette chance-là. Et puis, donc là, je suis passée vraiment au cœur des chaînes jeunesse. Et puis, petit à petit, j'ai évolué vers les acquisitions. Okay. Et quand je suis passée côté acquisition, avec vraiment un mélange de l'éditorial et du commercial, je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé ce qui me plaît, là je reste. Okay. Puis j'ai évolué vers le préachat, la coproduction, vers plus de territoire et puis maintenant... tout l'IMIA et l'Afrique. La zone IMIA. Wow. Bah, bravo, félicitations pour ce track. C'est génial, franchement, c'est super encourageant. Et puis, je dis ça, le rêve de gosse, parce que les studios Warner, ça reste assez mythique. À chaque fois que je vais à Los Angeles, je passe du temps là-bas parce que j'adore l'ambiance que ça... Ça se voit d'ailleurs, t'as ton château d'eau. Exactement. Tu vas pouvoir mettre notre logo dessus et ce sera parfait. Notre logo sur ton logo. Ouais, ce sera très beau. Bah, en tout cas, c'est une vraie inspiration. Et effectivement, la Water Tank évoque ce lieu qui est un studio où on crée et la créativité finalement prend forme en film et en animation. Et ça m'a toujours inspiré. Aujourd'hui, ton métier, il consiste en quoi? Parce que tu as un titre qui est vraiment sur l'acquisition et coproduction des œuvres
pour le public Kids and Family, sur IMIA, comme on disait, et Afrique. Et au quotidien, finalement, ça ressemble à quoi un poste comme ça? Peut-être avant de te parler du travail de notre équipe, je peux resituer un peu. Très bonne idée. Là où je me situe par rapport au groupe, parce qu'il y a beaucoup de choses finalement chez Warner. C'est très grand. Donc Warner Bros. Discovery, c'est un groupe de médias et de divertissement international, global, qui produit, qui exploite, qui diffuse des contenus, des franchises, des propriétés à travers le monde via le cinéma, les chaînes de télévision, une plateforme de streaming, via le gaming, via les plateformes digitales. Donc ça, c'est vraiment le groupe Warner Bros. Discovery, qui fait donc tout type de contenu. Dans ce groupe, tu as l'équipe qu'on appelle Kids and Family, donc l'équipe jeunesse et famille, qui s'occupe de divertir et d'inspirer les enfants de 2 à 12 ans à travers des personnages et des univers forts. Donc, par exemple, issus de l'univers des DC Comics, des Looney Tunes, de Tom et Jerry, de Scooby-Doo, de ces personnages vraiment connus partout dans le monde à travers les générations. Qui ne connaît pas Batman ou Superman? Exactement. Donc ça, c'est l'équipe Kids and Family. Et dans cette équipe Kids and Family, il y a des équipes acquisition et coproduction dont la mission est de compléter les productions originales, donc les contenus jeunesse produits dans nos studios à Los Angeles, à Londres, par des achats ou des préachats ou des coproductions faites auprès de producteurs indépendants en France, en Europe ou partout dans le monde. D'accord. Ça vient compléter la pièce du puzzle, en fait, pour compléter le slate Donc, on part des productions originales. Nous, donc il y a ce slide de production qui fait vraiment la force du groupe à l'international. Et nous, on vient compléter ça. Donc, ces équipes acquisition, coproduction Kids and Family, elles sont divisées par grandes régions. Donc, il y a les États-Unis, il y a l'Amérique latine, il y a l'Asie-Pacifique et il y a la zone IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et donc ça, c'est une équipe de 4 personnes, 2 personnes à Londres, 2 personnes à Paris, et moi, je suis une des personnes à Paris. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'est pour... donc ces 4 personnes, en fait, gèrent tous les pourparlers, discussions, et quand ça va dans la collaboration, collaboration avec des producteurs d'animation indépendants. Voilà. Donc, notre travail, maintenant que j'ai un peu resitué, pour répondre à ta question, le travail de notre équipe, c'est de rencontrer les producteurs français, européens, et puis encore une fois de partout dans le monde, surtout européens pour la zone IMIA, mais ils peuvent venir aussi d'autre part, de rencontrer ces producteurs, donc sur les marchés, à des événements, on peut les rencontrer... Au Festival d'Annecy, là, qui va démarrer. Exactement, vidéo call, on rencontre ces producteurs qui nous pitchent leurs projets, projets qu'on évalue, qu'on présente quand les projets correspondent à nos besoins, on les présente en interne. Si on obtient une majorité, notre équipe va aussi s'occuper d'envoyer une offre commerciale, de négocier les droits. Si on trouve un accord, on va faire des notes éditoriales à chaque étape du processus de production, des notes pour nos services. Et puis, à la fin, on s'occupe aussi, ou pendant le processus de production, on est aussi le point d'entrée pour les producteurs dans cette grande machine Warner Bros. Discovery auprès de la programmation, du marketing, du digital. Vous êtes leurs ambassadeurs, en fait, au sein de l'organisation. On est toujours... l'interlocuteur privilégié et on fait le lien. Donc je dirais, pour résumer un peu... C'est un scope assez important, en fait. En fait, c'est éditorial et commercial. Et commercial en même temps. C'est le top. J'imagine. Bon, alors si on revient sur la première étape qui est finalement rencontrer les producteurs. Donc on a dit il y a des salons, mais aussi c'est des prises de rendez-vous. Et puis tiens, vas-y, pitch-nous. Ces moments-là qui par moment, je pense que tu vas vivre des trucs magiques où tu découvres une IP, tu dis waouh, c'est super ça. Ou d'autres fois où tu dis oulala, ça passe pas. Enfin bref, en tout cas c'est des trucs. Je pense qu'ils doivent être assez marquants ces premières fois, quand tu rencontres un caractère ou un univers, etc. Finalement, qu'est-ce que vous recherchez à cette phase-là pour vous dire, voilà, ça répond à nos critères à nous, en fait. Est-ce qu'il y a des critères de sélection, en fait? Il y a plein de studios indépendants qui aimeraient bosser avec une boîte comme vous. Qu'est-ce qui fait que
ils vont se distinguer par rapport à d'autres? Dans ce qu'on cherche de manière générale, il y a deux choses. Il y a une vision créative forte et un projet éditorial clair et un budget et un plan de financement clair. Ça, c'est un peu les deux fondamentaux, voilà, qui vont nous permettre d'évaluer les projets et les collaborations en fonction de nos besoins, de nos services, de nos lignes éditoriales. Mais en tout cas, quel que soit le niveau de développement du projet, qu'il soit un projet peu avancé, très avancé, on a besoin de comprendre la vision créative et nous, de pouvoir la partager nous-mêmes en interne. Réussir à parler de cette histoire en interne aussi. Parce la restituer. À la restituer Alors, correctement. On n'est pas aussi Donc, il faut une certaine clarté. Exactement. Il faut que la ligne éditoriale, finalement, du programme soit super claire et super facile à pitcher. Ouais. Il faut aussi que si on commence à parler chiffres, on rentre quelque chose d'assez solide, qu'il n'y a pas des trous dans la raquette, etc. Voilà. Ouais, donc, en fait, il faut arriver armé, en fait, face à vous. Voilà, mais alors après, ça ne veut pas dire avoir... Tout abouti. Oui, pas du tout. Ouais. Ça peut être peu développé, mais l'idée peut être très claire. La promesse peut être très claire. Et puis pour la partie financière, on est un partenaire parmi d'autres. On pourra aussi en parler un peu plus. On ne fait pas du full buy-out. On est un partenaire de préachat, de coproduction parmi d'autres. Et on a besoin de comprendre comment, avec notre offre, le producteur va pouvoir trouver les autres partenaires et boucler le financement du projet rapidement pour partir sur un green light. Bah oui, pour s'assurer d'un green light. Donc ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est le producteur. Mais on a besoin de comprendre et d'être convaincu que le producteur va pouvoir le faire. On a besoin d'être rassuré, en quelque sorte. On a besoin d'être rassuré pour rassurer les gens aussi. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça signifie aussi que vous êtes très rapidement mis en relation avec les potentiels autres co-acheteurs ou coproducteurs qui peuvent être des chaînes de télévision, d'autres plateformes, etc. pour entamer ces discussions de on y va, on give it a go ou non? Est-ce qu'il y a vraiment ce truc-là ou est-ce que c'est le producteur lui-même qui s'en charge en réalité? Alors c'est une très bonne question parce que ça change en fait, ça a changé ces dernières années. Ok. Pour quelles raisons déjà? Parce que c'est de plus en plus compliqué de greenlighter des séries. Donc, en fait, il faut qu'on trouve de plus en plus des solutions et des façons de travailler avec d'autres chaînes et sortir de nos postures pour trouver des solutions ensemble. Et ça, je pense que c'est le résultat d'un marché hyper tendu, d'un marché compliqué. Donc, nous, quand on se déplace sur les marchés, sur les événements, on voit les producteurs. En réalité, on voit aussi les autres chaînes. Tout à fait. En France, à Paris, on voit les autres chaînes. Et puis, sur les marchés, on voit les chaînes internationales. On discute. Et puis, ça passe par le producteur, mais on a aussi des relations entre chaînes, de plus en plus. Et ça permet de trouver parfois des solutions là où, avant... tout était un peu aux enchères hollandaises. Il y avait peut-être plus de standards. Il y avait des standards. Maintenant, c'est vraiment un projet, une équation, un puzzle. Il faut être plus créatif, donc il faut plus discuter, il faut plus échanger. Et parfois, ça veut dire discuter avec les chaînes en direct. Les statistiques, merci pour revenir sur tout ça. Les statistiques à peu près de nombre de projets qui vous est soumis et du nombre de projets que vous greenlightez par an. Tu as une idée à peu près? Ça doit être je peux te dire, l'année dernière, par exemple, notre équipe reçoit entre 400 et 500 projets. Oh la vache! Ah oui, d'accord. Et on répond à tout. Vous répondez à tout? Ouais, on répond. Vous êtes organisé pour réussir à répondre à tout le monde? D'accord. Déjà, c'est super, bravo. On répond à tout. On répond, alors, pas tout de suite. Et des fois, c'est des noms directs ou c'est toujours argumenté un petit peu? Donc, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parfois, on nous pitch et puis on peut dire, ça correspond pas à nos lignes éditoriales, donc ça, c'est non. Donc, il y a des noms très rapides. Il y a aussi des discussions qui prennent plus de temps. Et puis, généralement, quand ça va vers une offre, une négociation, ça prend encore plus de temps. Donc, à chaque discussion, ça timeline, mais voilà.
pour répondre à ta question. Qui ont été les heureux gagnants de 2023 du coup? Est-ce que tu peux nous en parler? Pour parler des séries qui nous occupent éditorialement, donc c'est-à-dire des séries en cours de production. On travaille toujours sur Totally Spies Whoop World. Ouais. Donc c'est le requel de Totally Spies. Donc j'ai appris il y a quelques temps ce qu'était un requel. C'est un mélange entre un reboot et un sequel. D'accord, donc ça veut dire que... c'est la saison 8 de Totally Spies, dont on est le partenaire à l'international, qui est chez Zodiac Banijé. Zodiac Banijé, ouais. Dont on est partenaire international et qu'on lance en 2024 sur Cartoon Network. Grosse IP, Totally Spies. Ouais, grosse IP. Et elle va être twistée sur certains éléments? Oui, alors c'est... modernisée, elle est déjà moderne en vrai. Elle est remise au goût du jour en termes de représentation des femmes, de diversité, d'inclusion. Ouais. Ça se passe à Singapour, donc ça a été vraiment retravaillé au goût du jour. Donc ça, c'est un lancement qu'on va faire en 2024 et c'est une série qui nous occupe toujours. Avec combien d'épisodes, de combien de minutes? Il y a 26 épisodes de 22 minutes. D'accord, ok. Donc sur Cartoon Network, on travaille aussi en ce moment sur Lana Longbeard. Donc ça, c'est avec APC Zephyr en France et Copernicus au Canada. Donc ça, c'est 52 épisodes de 11 minutes. Pure comédie, c'est les aventures d'une petite chef viking. Donc c'est vraiment de la comédie avec une héroïne féminine pleine d'énergie et vraiment très chouette. Dans ce registre-là aussi, on a Goat Girl. Que l'on fait avec Miam et Three Star. Donc, pareil, 52 épisodes de 11 minutes. Ce sont des exemples français, en l'occurrence, pour Cartoon Network, qui nous occupe en ce moment. Et puis, sur Cartoonito, bien sûr, on a Grizzy et les Lemmings, dont on est partenaire depuis 4 saisons. Donc, on va lancer la 4e saison sur Cartoonito cette année. On a reçu Jocelyn, d'ailleurs, sur le podcast. J'ai vu, super. On a aussi Carters. De Media One, Kids and Family. Exactement. Voilà, ça c'est pour te donner quelques exemples français. Donc c'est quand même à chaque fois des œuvres qui ont un certain aboutissement à la fois sur le graphisme et à la fois sur l'histoire, quoi. On parle d'IP qui soit sont naissantes, soit existantes depuis un moment comme Grizzy et les Lemmings, mais qui sont... franchement assez abouti, quoi. C'est là où je me dis, parmi les 500 qui ont postulé en quelque sorte, pas tous avaient ce niveau-là d'avancée, de détail et aussi de réassurance, parce que finalement c'est quand même des producteurs de la place, quoi, qui vont bosser. Oui, dans les propriétés que j'ai citées, c'est quand même des productions originales. Oui. Et puis quand Grizzy et les Lemmings nous a été pitché il y a... vraiment... plus longtemps. Non, 10 ans. Ah ouais. Vraiment longtemps. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais, tout à fait. Et Harry n'était vraiment pas connu à l'international. Il me disait, Jocelyn, il débarquait au... Oui, tout à fait. Donc, Festival d'Annecy, il était au bar et puis... On les a rencontrés à un de ces Annecy. Et je me souviens, le rendez-vous, on les a présentés aux équipes internationales. Et qu'est-ce qui avait fait tilt alors pour vous? Pour dire, tiens, je vais en parler à l'équipe internationale, ça m'intéresse vraiment comme... Alors, Grizzy et les Lemmings, on cherchait des propriétés pour Boomerang à l'époque. D'accord. Donc, c'était vraiment du cartoon slapstick, character-driven, de la comédie non dialoguée. Et on cherchait de la comédie cartoon qui apporte quelque chose... de différent de notre pipeline de production originale. Et donc, quand on a vu ce projet en 3D avec cette multitude de lemmings face à un ours comme ça, on s'est dit, voilà, ça apporte quelque chose de nouveau. Ça vient compléter notre pipeline de production. Trop bien. Ça, c'est vraiment notre mission. C'est aller trouver à l'extérieur, chez des producteurs indépendants, des idées nouvelles qui viennent compléter ce que font nos studios. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était pas un truc signé Cartoon Network, quoi. Enfin, en quelque sorte, ça aurait pu détonner. Pas dans le côté slapstick, parce qu'il y a du slapstick sur Cartoon Network, mais sur le côté 3D, avec tout à fait. des personnages hyper opposés. Ça, c'était pas forcément un truc qu'on trouvait sur Cartoon Network. Non. Et vous avez pris le risque de dire, il faut qu'on complète avec justement une offre différente. Oui, alors c'était pour Boomerang. Pour Boomerang, oui. C'était pour Boomerang, qui était vraiment comédie slapstick. Et donc, ça collait parfaitement à la ligne éditoriale.
Peut-être que est-ce que tu veux que je te situe Cartoon Network et Cartoonito? Ben oui, un petit peu, parce que finalement, il y a plusieurs chaînes au sein de Warner, enfin, qui sont éditées par Warner, en fait. Oui. Ouais. Et dont Cartoon Network, qu'on connaît tous. Ouais. On l'a tous consommé quand on était jeunes, avec plein de bons souvenirs sur les dessins animés. Et puis Cartoonito, qui est notre marque Preschool, qui a été lancée plus récemment, en 2023, à travers l'Europe, qui existait déjà dans certains territoires. D'accord. Comme l'Angleterre, comme l'Italie, et qui a été déployée au niveau IMIA et au niveau global, et qui maintenant est une marque qui est approvisionnée de production originale. Hop, petite coupure juste pour vous indiquer que ce podcast est soutenu par 22D Musique, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels dans l'animation, dans la composition musicale et la gestion des catalogues musicaux, ainsi que Toon Boom, la société qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. On salue également notre partenaire média Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Retour à la conversation. Cartoonito, le cœur de cible, en tout cas ce sur quoi on se concentre en acquisition, en coproduction, c'est les 4-6 ans. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle Upper Preschool. Okay. Donc c'est un peu plus âgé que que le preschool de 3-5 ans. Donc nous, c'est vraiment 4-6 ans. On est ouvert à des IP, à des adaptations, mais aussi à la création originale. Et en termes d'histoire, on est vraiment sur du divertissement avec beaucoup de cœur, des valeurs positives, de l'amitié, des valeurs sociales, mais pas d'éducatif. Voilà, on n'est pas dans le pur éducatif. Okay. Donc c'est bien, la ligne éditoriale est claire, quoi. En tout Exactement, cas, ouais. Et assez ouverte. Ouais. Après, on est ouvert à la 2D, à la 3D. En termes de durée d'épisode, ce qui fonctionne le mieux, c'est le 11 minutes ou le 7 minutes. D'accord. Et puis on a besoin que ça parle à notre public 4-6 ans à travers la zone IMIA. Donc pour te donner quelques exemples, en production originale, on a Batwheels, on a Bugs Bunny Builders, donc ça c'est vraiment des IP maison très fortes qu'on va aller compléter avec des séries comme Interstellar Ella de Hardman, Silly Sunday de Cartoon Saloon qu'on lance cette année, Greasy et les Lemmings, Toad and Friends de Ho-Ho. On a Barney qu'on fait avec Mattel aussi, qu'on va lancer au niveau global. Okay. Donc tu vois, entre Barney en 3D de Mattel et puis Silly Sunday de Cartoon Saloon en 2D, on est dans des univers graphiques vraiment très différents. Tout à fait, très différents. On a Lou and the Bally Mattel Bunch. est américain, Cartoon Saloon est irlandais. Oui, tout à fait. Ça. Ouais. Donc on sent vraiment que vous collaborez avec pas mal de gens très différents. Quoi. Exactement. Okay. Lou and the Bally Bunch aussi, qu'on a fait avec Nine Story, qui est animé chez Brown Bag en Irlande. Et Boomerang, du coup, c'est encore une autre chaîne ou c'est une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui? Oui, alors Boomerang existe encore, mais dans la plupart des pays, Boomerang est devenu Cartoonito. Oh. Dans certains territoires, Boomerang existe encore, comme en France, notamment. Et a gardé sa ligne éditoriale de comédie slapstick. Donc, vraiment pour les marques globales internationales, approvisionnées par aussi nos studios, il y a Cartoonito et Cartoon Network. Donc Cartoon Network, tu connais. Avant tout de la comédie, mais pas que. C'est un parfois irrévérencieuse un petit peu aussi, quoi. Exactement, la comédie irrévérencieuse. Ouais, c'est ça. Et donc... le cœur de cible, c'est 7-9 ans. Comme tu dis, de la comédie révérencieuse, mais qui aujourd'hui est venue aussi s'enrichir de comédie aventure, comédie action, comédie enquête, fantastique, de protagonistes féminines. Donc je citais Good Girl, je citais Lana Longbeard, les Totally Spies dans un format de 22 minutes. Ça c'est quand même différent de ce qu'on faisait avant. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des personnages qui reflètent notre public à travers la zone IMIA, donc que ce soit de Johannesburg à Copenhague, d'Istanbul à Munich. On a vraiment besoin... C'est un challenge Exactement, mais c'est un peu la particularité de cette équipe aussi, c'est de pouvoir représenter notre public à travers la zone IMIA et la façon dont notre public voit le monde. Voilà. Donc ça, c'est Cartoon Network. Et juste pour finir là-dessus... Tout ce qu'on achète ou qu'on préachète ou coproduit pour Cartoonito et Cartoon Network
et aussi exploité sur Max. Mais on est vraiment sur une programmation qu'on appelle ambidextre, où on exploite à la fois sur le linéaire, donc sur payant ou gratuit. Chaîne télé, quoi. Ouais, exactement. En fonction de nos territoires, on est en payant et ou en gratuit. Et à la fois sur avec les mêmes fenêtres de diffusion ou non, des fenêtres décalées, etc. Non, on est sur de la diffusion day and date. Merci pour tout cet overview. Point intéressant, c'est le sujet de la négociation des droits, etc. Finalement, c'est quoi les relations que vous avez avec les producteurs? Parce que j'entends pré-achat, j'entends coproduction, j'entends acquisition. Ouais. Donc on peut faire de l'acquisition comme par exemple quand je parlais de Cartoon Network, on lance aussi en 2024 des séries Lego Ninjago. Ça c'est de l'acquisition. Notre position, c'est d'avoir des premières fenêtres sur la zone IMIA. Pour ça, il faut se positionner sur des préachats. En fait, on dit préachat coproduction, mais ce qu'on fait réellement, c'est du préachat avec des notes éditoriales. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas... on n'a pas de l'IP. Non. Vous avez énormément de mots à dire sur qu'est-ce qui va être écrit, comment ça va être rendu, etc. Mais in fine, vous n'êtes pas propriétaire de l'œuvre. Voilà. Non. Okay. Après, on participe au financement. Oui. Et on fait des notes éditoriales sur le processus de production. Et les objets de négociation, c'est combien est-ce qu'on va abonder et combien... et quoi d'autre d'ailleurs? C'est quoi, c'est quoi les sujets? C'est large. C'est large. C'est de négocier les droits d'exploitation linéaire. Ouais. Donc en payant sur la zone IMIA, en gratuit dans certains territoires. Les droits d'exploitation en streaming pour notre plateforme de streaming, en digital aussi pour la promotion des titres, de gérer le fenêtrage aussi avec les autres partenaires. Donc par exemple sur un territoire, qui n'a pas sur ce territoire. Exactement. Donc c'est vraiment un partage, je vois, d'exploitation de cette œuvre, quoi. Tout à fait. D'accord. Et puis du back-end sur les produits dérivés, cadrer aussi comment vont se passer les notes éditoriales, voilà. Donc les droits, les exclusivités, les holdbacks, et puis le cadre de la relation et du partenariat. Très bien. Voilà. Ok. Merci. Et puis après, donc. Et la période de droit, comme tu disais. Et la période de droit, sur la durée, en fait, sur laquelle vous avez. Ça te fait rire que je pose toutes ces questions, mais en vrai, c'est ultra intéressant de voir la mécanique, tu vois, de comment on bosse avec un studio / diffuseur, quoi. / streamer. / streamer, puisque la plateforme Max débarque. Avant de parler de Max, notamment, une fois que on est partenaire et on collabore avec vous. Là, se passe toute la partie créativité. Et là, vous recevez tous les scénarios de chacun des épisodes. Et c'est parti, on bosse, on lit, on envoie des notes, etc. Comment ça se passe cette phase-là? Et est-ce qu'elle prend... combien de temps elle prend finalement vos équipes, quoi? Parce que... La plupart du temps, en fait. Une bonne partie du temps. Je dirais que notre temps, en volume, il est largement... alloué à la partie éditoriale, que ce soit la première partie d'évaluation de tous les projets dont on parlait, et puis ensuite les notes des séries dont on est partenaire. On partage des notes sur les pitchs, sur les outlines, sur les scripts, sur les animatiques, sur les épisodes, sur les designs, sur le... À chaque étape de fabrication. Alors, à la fois nous, notre équipe, pour les notes éditoriales, soutenue par une super équipe de S&P, Standards and Practices. Oh oui, on les connaît, ceux-là. Voilà. Tout le monde nous en parle de cela. Et c'est plus intéressant que ça, et je pense qu'il ne faut pas limiter S&P à la sécurité et au comportement reproductible. C'est aussi s'assurer que toutes les représentations sont authentiques en termes de représentation de genre, en termes de représentation culturelle, en termes de représentation du handicap, de la neurodiversité. Et c'est une équipe qui connaît toutes les régulations dans tous les territoires de la zone IMIA et qui va pouvoir accompagner le producteur et dire, pour ce territoire, qui va discuter. C'est une équipe qui discute énormément et qui fait des notes
Voilà, c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y a aussi beaucoup de discussions. Nuancé, mais ça débat, quoi, en fait, beaucoup. Exactement. Et ça, c'est des discussions qu'on a avec les producteurs. C'est d'avoir des histoires avec des personnages diverses qui sont racontés de façon authentique par des talents divers aussi. Et quand c'est pas le cas, il va avoir une discussion avec S&P pour prendre des consultants. Donc, par exemple, on parlait de Totally Spies Whoop World, la saison 7 qui se passe à Singapour. Oui. Bon, par exemple, Zodiac Banijé a pris un ou une consultante pour s'assurer que tout ce qui était raconté, tout ce qui se passait à Singapour était conforme avec la culture là-bas, etc. Exactement, respectueux. Ouais, je vois très bien. Donc c'est fascinant, S&P. Et nous, c'est des juristes à la base ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est des gens qui regardent énormément de contenu. C'est ceux qui regardent le plus de contenu. Ils Leur boulot, c'est de regarder tout. Exactement. Enfin, moi, j'adore travailler au quotidien avec cette équipe. J'ai appris énormément. Et il y a la même équipe dédoublée aux États-Unis, en fait, pour les Standard & Poor's américains, qui en plus, eux, doivent intégrer les lois fédérales, j'imagine, ou c'est pas tout à fait les mêmes choses. Okay. Et donc, eux sont partie prenante de toutes ces notes que vous envoyez. Au même titre que nous. Ça me paraît pharaonique comme travail de devoir à chacune des épisodes passer par toutes ces étapes de validation, sachant qu'on vient de parler de vous, mais il y aura aussi potentiellement un autre diffuseur qui serait, je sais pas moi, la BBC, puis un autre, etc. Et puis il faut réussir à consolider à la fin. Mais en tout cas, sur certaines de nos coproductions en cours, quand on discute avec les autres chaînes, on se rend compte que nos notes sont souvent complémentaires, dans le sens où sur une série, nous, on va être le partenaire international, et puis on va dire qu'il y aura 2 partenaires locaux. Donc, je sais pas, français, service public français, service public allemand. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes notes. Toutes ces notes différentes, elles vont aller enrichir le projet. Et nous, ce dont on se rend compte là sur nos collaborations, c'est que on a des notes plutôt complémentaires et généralement qui vont dans le même sens. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça se nourrit bien, quoi. Et d'ailleurs, ça vient nourrir l'œuvre plus que la détruire en réalité. Tout à fait. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Alors peut-être que les producteurs ils doivent vous râler diront un que peu. C'est un marasme pas possible. Mais sur nos projets en cours, ça se passe très bien avec les autres chaînes et pour le moment, on n'a eu aucun problème avec d'autres chaînes. Ok, super. Donc une fois que tout ça est fait et que la production est lancée et que vous suivez cette production jusqu'à sa fabrication finale, quel est votre rôle à vous? Est-ce que ça s'arrête ici, dans ton équipe, ou est-ce que sur la promotion de ces œuvres, vous avez un rôle à jouer sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme extrait, quel budget on met, enfin voilà, c'est tout cet aspect-là. Donc le rôle aussi de l'équipe dans laquelle je travaille, c'est au fur et à mesure du processus de production, de régulièrement nourrir, tenir au courant le reste des équipes Kids and Family. IMIA, donc pour qu'ils sachent l'état d'avancement. Exactement, il y a cette série qui arrive, on leur en dit un peu plus. Quand on a le premier animatique dont on est satisfait, on partage le premier animatique, le premier épisode, le générique d'ouverture. Et donc, on va les nourrir au fur et à mesure, comme ils sont nourris d'informations par les studios. Et puis, eux vont pouvoir, comme ça, mettre en place les plannings de lancement, les campagnes adéquates. Vont demander le matériel nécessaire auprès de vous. Après, on fait toujours la passerelle, mais on reste l'interlocuteur privilégié entre le producteur et toutes les équipes de Warner. Mais notre rôle, c'est de faire tout le travail préparatoire avant le lancement, avant que les équipes soient vraiment mises en contact. Ce dont je me rends compte, c'est que c'est un rôle très pluridisciplinaire, comme tu disais au début. C'est un travail chouette. Enrichissant, qui doit prendre beaucoup de temps aussi, j'imagine. Et du coup, tu as des relations directes avec tes coéquipiers en Angleterre. Vous retrouvez, j'imagine, sur les salons, tout se passe en commun. Donc on est 2 à Paris, 2 à Londres, c'est la même équipe. Donc on se parle
On se parle tous les jours, plusieurs fois par jour, et puis après on se retrouve sur les marchés. Mais oui, c'est vraiment une équipe. Et puis avec les vidéocalls, on rencontre les producteurs en vidéocall ensemble tous les jours. Est-ce que tu remarques des choses sur la consommation des dessins animés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des évolutions que tu es en train de constater que tu n'avais pas anticipées il y a quelques années, ou voilà, des choses que tu as... ce qu'on constate, nous, on fait un constat qui est partagé par beaucoup de monde, c'est que les enfants consomment du contenu sur de plus en plus de plateformes, et que on a la force de nos chaînes de télévision linéaires. On a notre plateforme de streaming, on a nos services digitaux, on est sur Roblox. L'idée, c'est vraiment d'aller trouver... Vous êtes sur Roblox aussi? Ouais. L'idée, c'est d'aller trouver le public jeunesse partout où il est. Et c'est de plus en plus fragmenté. Et c'est ce qui fait aussi que notre stratégie de programmation ambidextre entre le linéaire et la plateforme de streaming rend nos contenus accessibles au plus grand nombre. Juste pour te donner un exemple, sur la zone IMIA, c'est 220 millions de foyers. Et 20 langues. Donc ça, c'est la force de nos contenus jeunesse sur la zone IMIA à travers les chaînes de télévision, la plateforme de streaming, les services digitaux. Ouais, donc c'est cette fragmentation d'audience qu'on constate, et on ne sait pas vers où elle évolue, mais globalement, les jeunes se trouvent dans des agoras un peu différentes, comme on parlait de Roblox, et puis il y en a d'autres. Ou alors consomment sur leur mobile via les plateformes, quoi. Du coup, il y a une nouvelle plateforme, Max, qui débarque en Europe. Donc hier, le 21 mai, pour être plus précise, on a lancé Max en Espagne, au Portugal, dans les pays nordiques et dans certains territoires de la zone Central Eastern Europe. La prochaine grande étape, c'est le 11 juin, où on lance Max en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne, sachant qu'en Belgique et aux Pays-Bas, la plateforme gardera le nom de HBO pour des raisons de droit. Et donc, Max, c'est donc une plateforme de streaming qui s'adresse à toutes les cibles, mais aussi à la jeunesse et à un public familial. On a des contenus pour tous les goûts, pour toutes les cibles. Pour te donner des exemples de ce qu'on a peut trouver sur Max. Exactement. Donc on a des Max Originals, évidemment. Donc par exemple, on a Gremlins Secrets of the Mogwai, qui est un prequel des films Gremlins, donc des années 80 pour le premier et 90 pour le deuxième. Excellent. C'est vrai que ça appartient à Warner, les Gremlins. Exactement. La série se passe dans le Shanghai des années 20. Et c'est la rencontre entre Sam Ewing et Gizmo. Donc Sam Ewing qui a 10 ans à l'époque. Et Gizmo dans le Shanghai des années 20. C'est une très belle série animée, jeunesse et même plus 2D, que ça, 3D. Familiale. Alors, ça a été animé chez Blue Spirit, et c'est vraiment ce 3D rendu 2D qui est très propre à Blue Spirit, très joli. Donc ça, par exemple, c'est un Max Original. On a aussi des productions originales HBO. On a des films Warner Bros. On a du sport sur Eurosport. On a des documentaires sur Discovery. On a du lifestyle. On a de la télé-réalité. On a vraiment des contenus qui viennent de l'univers DC Comics, Harry Potter. On a des très belles marques et des contenus qui... c'est une offre assez concurrentielle de tous. Sur le marché du streaming. Ça rend bien. Et donc là, on est disponible, avec ces lancements, on sera disponible dans la zone IMIA dans 25 pays, au niveau mondial dans 65 territoires, et puis ça va continuer de se développer dans les 2 prochaines années. Super. Voilà. Écoute, on va devoir s'arrêter ici parce que sinon, comme je dis souvent, on peut parler pendant longtemps. Merci infiniment d'être venu sur The Anima Show. Merci de m'avoir Ça me invité. fait doublement plaisir parce que j'ai pas souvent des invités et j'aimerais en avoir plus, donc n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Non mais c'est vrai, ou à me
parler de personnes parce que je suis très preneur de ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que tu es dans une société que j'adore, Warner Bros. Ouais. Donc, merci pour ça. Et que tu vas pouvoir mettre notre logo sur ton château d'eau. Non, je propose qu'on peine en jaune votre water tank. Ce serait une bonne idée aussi. Non, mais merci infiniment. Merci, Sabri.